Quand nous pensons aux sénateurs romains, nous imaginons instinctivement des vieillards portant des toges et se réunissant dans la ville de Rome à l'époque de la République romaine. Mais ce que nous avons souvent tendance à oublier, c'est qu'il y avait un second sénat romain à la fin de l'Empire romain. En effet, lorsque Constantin a abandonné l'ancienne Rome pour créer sa nouvelle capitale de l'Empire romain, il a également eu la vision de faire de cette nouvelle Rome, Nova Roma comme on l'appelait pendant un moment, qui deviendra plus tard connue sous le nom de Constantinople, une ville rivalisante avec Rome elle-même. Et pour rivaliser avec Rome elle-même, il est bien sûr évident qu'elle aurait besoin de son propre Sénat. Alors explorons donc l'histoire du Sénat de Constantinople, l'équivalent romain oriental de l'ancien Sénat de Rome, et découvrons quels étaient ses rôles, où il se réunissait, et quand et pourquoi il a finalement disparu. Lorsque Constantin a décidé de déplacer la capitale de l'Empire romain vers la ville de Byzance en 324 après Jésus-Christ, il a offert aux sénateurs romains de grandes incitations à le rejoindre dans cette nouvelle ville, principalement sous forme de donations de terres et de céréales. Et en effet, beaucoup ont suivi son appel, car ils voyaient de grandes possibilités dans Nova Roma, une chance de faire partie de quelque chose de nouveau et de grand. Mais beaucoup ont été laissés pour compte. Et en effet, le prestige de l'ancien Sénat de Rome a continué à éclipser le prestige du nouveau Sénat romain oriental pendant plus de 200 ans après Constantin, jusqu'à ce que Justinien ait pratiquement dépouillé le Sénat de Rome de presque tout son pouvoir. Pour autant, dès 330, lors de la grande cérémonie de dédicace de Constantinople, on peut supposer que de nombreux sénateurs ont suivi Constantin dans cette nouvelle capitale de l'Empire romain, aujourd'hui Byzance. Cette nouvelle capitale de l'Empire romain, la capitale de l'Empire romain. Constantin avait probablement déjà l'idée d'un nouveau Sénat de Constantinople, car il a fait construire 2 maisons du Sénat, une dans son forum ovale, le Forum de Constantin, et une autre à l'Augustaion, le forum rectangulaire entre l'hippodrome et le nouveau complexe du palais impérial. Et ainsi, les sénateurs de Constantinople, au moins pour un temps, ont eu le luxe de pouvoir se réunir dans 2 endroits distincts, maisons du Sénat, l'une plus impressionnante que l'autre. Maintenant, vers la fin du règne de Constantin ou au début du règne de Constance II, l'illustre ordre sénatorial a été élargi à 2000 personnes. Bien sûr, la plupart de ces personnes ne participaient pas activement aux assemblées et aux décisions du Sénat. Il faut aussi dire que, tout comme le Sénat de Rome à l'époque impériale, le Sénat romain oriental aussi, la plupart du temps, n'exerçait pas un grand pouvoir. Le Sénat avait des pouvoirs législatifs sur les jeux publics, la distribution de l'annonat, les expéditions de céréales parrainées par l'État, puis bien sûr le pouvoir sur l'ordre sénatorial lui-même, sur les cas de trahison, et le pouvoir d'élire certains magistrats, mais cette dernière partie souvent seulement avec la permission de l'empereur. Et dans certains cas, les lois étaient rédigées par le Sénat puis promulguées, mais encore une fois seulement avec permission, donc l'empereur pouvait finalement passer outre le Sénat. Par conséquent, le pouvoir de participer au processus de formation de la loi n'était possible que tant que l'empereur respectait le Sénat. Souvent, l'empereur pouvait également convoquer le Sénat et demander son avis sur certaines questions, un soi-disant Senatus consulta. Mais cela aussi était bien sûr fait de moins en moins souvent, car le pouvoir du Sénat était de plus en plus supprimé après la crise. Mais comment était constitué le Sénat de Constantinople ? Normalement, le préfectus urbi de Constantinople, le préfet de la ville, dirigeait le Sénat, ce qui est assez différent du Sénat de Rome, où le caput senatus avait le titre distinct de chef du Sénat, une position qui n'était normalement pas identique à celle du préfet de la ville de Rome. Le Sénat romain tardif lui-même était composé de 3 ordres, les illustres, spectabiles et clarissimi. Illustres était l'ordre le plus élevé, et normalement aussi celui qui se réunissait et se rencontrait dans les maisons du Sénat et discutait des affaires ou des lois. Les spectabiles étaient la classe moyenne, et les clarissimi étaient la classe inférieure. Les membres de ces 2 classes n'étaient normalement pas des membres actifs, mais détenaient simplement le titre de sénateur pour des raisons de prestige en tant que titre secondaire. Les classes inférieures avaient aussi une profession principale,
comme par exemple être un fonctionnaire de rang inférieur dans l'administration de l'Empire, et n'est aimanté sénateur qu'en second lieu. Et si vous êtes comme moi, un total nerd de Rome, ou Roméabou comme certaines personnes aiment le dire, et je pense que vous l'êtes, sinon vous ne regarderiez probablement pas cette vidéo, alors vous pourriez être intéressé par les incroyables bagues et autres accessoires romains que la boutique SPQR est en train de créer. Ils fabriquent toutes sortes de bagues visionnaires. Ils produisent des bagues à thème variés. Ils fabriquent des répliques de pièces, statues, pendentifs, attributs et terre cuite. Et le plus incroyable, c'est qu'ils fabriquent chaque pièce à la main. Effectivement, c'est du matériel fait main de haute qualité. Il n'y a vraiment pas de meilleur cadeau pour vous-même ou pour quelqu'un que vous connaissez qui pourrait être un fan de Rome. Le lien vers leur boutique est dans la description de la vidéo et le commentaire épinglé. Et avec ce lien, vous pouvez maintenant même obtenir une réduction de 20 $ pour chaque achat. Je répète, une réduction de 20% sur chaque achat dans la boutique SPQR. Ce qui est une offre absolument incroyable, et vous ne pouvez l'obtenir qu'ici via le lien Maiorianus, car laissez-moi vous dire, les gens de la boutique SPQR sont aussi de véritables fans de l'empereur héroïque Majorien. Alors allez voir leur incroyable assortiment. Il y aura certainement aussi quelque chose pour vous. Les anciens titres d'édile, de tribun ou de prêteur étaient d'ailleurs déjà tombés en désuétude à la fin des années 300. Seul le titre de questeur était encore en usage, mais uniquement sous la forme d'un magistrat provincial. Et ce titre aussi disparaissait rapidement. Et à la fin des années 400, les classes inférieures n'étaient plus autorisées à participer même aux réunions du Sénat de Constantinople. Donc au milieu du VIe siècle, le nombre des illustres, l'ordre le plus élevé, avait beaucoup augmenté, de sorte qu'un autre ordre a été créé, les Gloriosi, qui étaient composés uniquement des sénateurs de rang le plus élevé, qui auraient alors naturellement bien sûr aussi la plus haute autorité sur les décisions du Sénat. Maintenant, chose intéressante, les sénateurs romains de l'Est portaient également la toge, le costume traditionnel des Romains, qui était largement passé de mode déjà au IIIe siècle, mais qui devait encore être porté par la loi, comme l'exigeait le Codex Theodosiacus, un code de loi promulgué par l'empereur Théodose. Et chose intéressante, cela resterait ainsi, même bien entré dans le 7e siècle. À un moment donné au 7e siècle, après Jésus-Christ, cela a également changé, tout comme tant d'autres choses lors de cette grande période de transition de l'Empire romain d'Orient, vers ce que certains appellent un empire byzantin, un empire romain d'Orient d'influence culturelle grecque. Fait intéressant, c'est à une époque similaire que le Sénat romain occidental s'est dissous pour de bon. J'ai parlé de comment, quand et pourquoi le Sénat de Rome a disparu dans cette vidéo ici. Mais même si le Sénat de Constantinople n'exerçait normalement pas un pouvoir exceptionnel, comme l'ancien Sénat de Rome à l'époque de la République, il a eu quelques moments impressionnants. Là où il a influencé l'Empire romain occidental, où il a significativement influencé la politique romaine orientale. En 457 après Jésus-Christ. Par exemple, le Sénat de Constantinople a offert le trône de l'Est au Magister Militum Aspar, ce qui devait être assez scandaleux, puisque Aspar était un alami, un parent des Vandales. Au lieu de cela, Léo est devenu empereur, qui était un bon empereur qui a essayé de sauver l'Empire romain d'Occident mourant. Et plus tard, Léo a fait exécuter Aspar de force. Ainsi, se débarrassant à l'Est de la subversion germanique, chose que l'Ouest a malheureusement échoué à faire avec Ricimer, et a donc dû payer le prix ultime. Ainsi, la décision du Sénat romain oriental de faire d'Aspar un empereur semble vraiment bizarre, et était à mon avis vraiment l'un de ses points les plus bas. En 464, un énorme incendie faisait rage à Constantinople, qui a détruit ou endommagé de nombreux bâtiments anciens. La maison du Sénat au Forum de Constantin a très probablement été gravement endommagée dans cet incendie. Les dégâts pouvaient encore être vus, 500 ans plus tard, comme décrit par Constantin de Rhodes au Xe siècle, après Jésus-Christ. Nous ne savons pas réellement si cette maison du Sénat a jamais été entièrement restaurée, ou même si le Sénat s'est jamais réuni à nouveau dans cette maison du Sénat. C'était un bâtiment très impressionnant, de forme ronde, avec 4 grandes colonnes de porphyre à l'entrée, créant un portique, et peut-être que les portes de bronze de l'entrée étaient trop les mêmes que celles du temple d'Artémis d'Éphèse, qui avait été réutilisé après que cette magnifique merveille du monde ait été abandonnée et peut-être en ruine. Et veuillez envisager de soutenir
En 541, le nombre de membres du Sénat a commencé à diminuer en raison de la pandémie de peste qui a frappé l'Empire romain de manière brutale, à la fois à l'est et à l'ouest. De nombreux sénateurs sont morts, et plus tard, Justinien a confisqué la richesse de nombreux sénateurs afin de renforcer les finances désastreuses de l'Empire presque en faillite. Pendant le règne de Phocas, la plupart des sénateurs ont fui afin de se sauver du régime brutal de Phocas, et ils se sont rassemblés à Carthage. Dans une action remarquable, ils ont élu Héraclius l'Ancien, l'exarque d'Afrique, comme nouveau empereur. Phocas a ensuite été exécuté par Héraclius le Jeune, et Héraclius s'est avéré être un grand empereur, sauvant l'Empire d'une défaite totale possible contre la Perse. Le Sénat de Constantinople brillerait une dernière fois. En fait, non seulement le Sénat de Constantinople, mais l'ordre du Sénat lui-même dans son ensemble. Car au début du règne de Constance II, lorsque Constance n'était encore qu'un garçon, le Sénat a en effet dirigé l'Empire pendant un certain temps. Le Sénat a été pendant 3 ans le régent officiel de ce vestige de l'ancien Empire romain. Pour la première fois en 700 ans, le Sénat de Constantinople allait briller une dernière fois. Mais ce serait aussi la dernière fois. Comme je l'ai dit précédemment, c'était peut-être aussi la dernière fois que la toge aurait pu être portée, mais cette ancienne pratique a également disparu lorsque l'Empire a perdu ses anciennes provinces d'Égypte et du Levant au profit du califat musulman. De nombreuses coutumes qui étaient encore romaines sont mortes à cette époque. Bien que la toga soit toujours présente dans l'Empire romain, plus portée au 8e siècle, le Sénat de Constantinople continuait toujours à exister. Cependant, le Sénat a perdu beaucoup de ses anciens pouvoirs pendant les règnes de Basile I ou Léo VI, donc à la fin des années 800 et au début des années 900, on pourrait alors dire que le Sénat s'est transformé d'une véritable institution en une classe de dignitaires, où le titre de sénateur était par la suite plus proche d'un titre honorifique. Cependant, il était toujours prestigieux de détenir leur titre, même au Xe siècle. Même pendant le règne de Basile II, le Sénat existait toujours. Par exemple, parce que Basile II et son frère Constantin le 8e étaient trop jeunes pour régner au début, c'est le Sénat de Constantinople qui les a confirmés en tant qu'empereurs avec leur mère comme régente nominale, même si bien sûr le véritable pouvoir était détenu par le Parakoimoménos, un poste byzantin conçu principalement pour vendre des voleurs du Caire à Rome, que les eunuques pouvaient détenir. Mais malgré tout, nous voyons que même à cette époque, le Sénat intervenait encore de temps en temps. Bien sûr, à cette époque, vous n'auriez plus reconnu un sénateur comme ayant même une ressemblance lointaine avec les sénateurs de 400 ans plus tôt. La toge avait depuis longtemps disparu, et à cette époque, les robes avaient certainement un caractère médiéval. Le Sénat continuait encore à jouer des rôles mineurs de temps en temps, au XIe siècle, parfois en confirmant la règle d'un régent, parfois en suggérant la règle d'un autre. Cela se poursuivrait jusqu'à la fin des années 1000 et au début des années 1100 sous Alexios Prolynkomnenos, le Sénat a vraiment commencé à tomber dans l'irrélevance. À partir de ce moment, le titre de sénateur pouvait même être acheté à l'empereur. En 1197, le Sénat réapparut, mais seulement parce qu'il refusait de payer des impôts. Ainsi, Constantinople était exemptée d'impôts, mais les provinces devaient être encore plus taxées, avec, comme vous pouvez l'imaginer, des résultats loin d'être idéaux. Le dernier acte officiel connu du Sénat a été d'élire Nikolaos Kannabos comme empereur en opposition à Isaac II et Alexios IV pendant la 4e croisade. Cela n'a pas beaucoup aidé Nikolaos, car peu de temps après, il a été exécuté par un roi. Le roi a ensuite été exécuté par un roi, et le roi a été élu par Alexios V. C'était en 1204 après Jésus-Christ. Mais même plus tard, le titre de sénateur a survécu en tant que titre. Même sous la dynastie des Paléologues, on pouvait encore trouver 1 ou 2 personnes dans l'ancienne, meurtrie et ruinée capitale de Constantinople, au milieu des ruines effondrées d'époques plus grandioses, qui détenaient ce vieux titre illustre. Mais même ce titre a ensuite disparu définitivement lors de la crise du XIXe siècle, et ainsi disparurent les derniers vestiges d'un ancien office qui avait été fondé par Romulus lui-même 2100 ans plus tôt à Rome. Avec la fin du Sénat de Constantinople, s'achève ainsi une histoire longue de 2100 ans avec de nombreux hauts et bas, des changements de pouvoir, des intrigues, des jeux de pouvoir politiques,
et de nombreux retours glorieux au pouvoir. Le Sénat des Romains était intrinsèquement lié à la romanité, mais je trouve fascinant que les derniers vestiges de cet ancien ordre sénatorial survivent presque jusqu'à la chute de Constantinople elle-même. Et merci de liker et de vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et merci de considérer le soutien de mon travail sur Patreon ou via une adhésion YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube, et je tiens à remercier chacun et tous ceux qui soutiennent cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Et si vous voulez en savoir plus sur l'état de la ville de Constantinople à son apogée, vous pouvez regarder la vidéo ici. Mais si vous voulez en savoir plus sur à quoi ressemblait probablement Byzance avant Constantin, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gratias Tibiago et Benevalete.